La bonsoirté, bienvenue, installez-vous. Et puis on va discuter tranquillement ce soir de plusieurs titres, voilà, tout simplement. Ça va être un petit peu plus tranquille qu'un live manga classique. Mais on va quand même parler de plusieurs titres. Salut Max, comment tu vas? Moi j'étais en train de regarder parce que je voulais parler d'un titre qui s'appelait Neocat. Genre je sais pas ce qui s'est passé avec, mais il a pris tarif le pauvre. Et pourtant je l'avais juste stocké. Bon c'est ça là. Neocat. C'est aux éditions Shiba. C'est sorti il y a genre 2 mois. Attendez, peut-être pas un plein écran. Voir ma grosse trogne en plein écran. En gros, voilà, il y avait ça, c'est sorti petite plaquette PVC qui était avec ça. Voilà, Neo 4, c'est un grand format si jamais. Et je voulais en parler ce soir. Je voulais en parler ce soir hein, de celui-là. Parce que c'était chouette en vrai. Ça sera pas aussi structuré bien sûr qu'un live manga, mais en vrai je voulais en discuter parce qu'en vrai c'était chouette. Alors juste mettre, hop, juste marquer. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est un Atrim. Je suis en train de me dire, attends j'ai tapé Neocat et là je me suis dit mais attends mais c'est quoi ce bazar? Il y a des trucs en plus que je ne connais pas. Quand tu tapes Neocat tu tombes sur des trucs pour bébé. Alors, attends. Non, c'est celui-là que je voulais. Tac, 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 tac. Alors oui, en vrai, je peux montrer l'autre. Parce que Neocat, il y a eu deux éditions. Il y a eu une édition standard, il y a eu une édition collector. Perso, vu que c'était pour soutenir Shiba, j'ai pris l'édition collector. Et c'est pas si mal, en vrai. Hein. Petite couverture alternative et tout. Tac, attends. Voilà, ça c'est la couverture initiale. Donc le Neo 4, et puis vous avez la couverture, comme je vous ai montré juste avant, ça c'est la couverture alternative qui était uniquement dispo avec le collector. Qui est plutôt sympa, en vrai elle est minimise comme tout. Elle représente bien l'univers de Neo 4. Et je disais, voilà, il y avait la petite plaquette PVC, c'est un petit stand. En vrai, je peux même peut-être le monter, ça sera... Vous verrez à quoi ça ressemble. C'est un petit stand PVC, comme il y en a de temps en temps dans les goodies un petit peu... je vais pas dire manga, mais ça arrive régulièrement, voilà. C'est pas quelque chose qui est plutôt rare. Mais en tout cas, des petits stands en plastique comme ça, il y en a régulièrement. Voilà, bien joué à moi. Ah oui, ça tenait uniquement avec le scotch, d'accord. Le scotch, je m'entends. Hop. Voilà. C'est bon, j'ai fait une offrande à Farah. J'ai envoyé la boule plastique, là c'est bon, c'est parti. Et du coup, voilà, c'est un petit stand PVC. Voilà, qui ressemble à ça. Attendez, hop. Oui, t'es contente, t'as reçu un truc en plastique? Voilà, petit stand PVC qui ressemble à ça. Donc que tu peux... voilà, que tu peux mettre. Et qui tient. Voilà, la preuve en image, il tient. Donc c'est déjà beau. On lui en demandait pas plus. Il a rempli son travail. Il a rempli sa mission, je veux dire. Donc voilà, le petit stand PVC. Alors, je vais le mettre là-bas au fond, tiens. J'ai assez de longueur. Bien sûr que oui. Voilà. Oh, il est ridicule au fond. Impeccable. Puis bon, si vous voulez garder le truc en entier, vous pouvez le garder, mais bon, voilà. Mais ouais, Neo 4, c'était sympa. J'ai trouvé l'idée intéressante, quoique peut-être déjà vue. Mais c'est un petit... c'est un one-shot. Et c'est un one-shot qui a la particularité, du coup, comme d'habitude, c'est un recueil. Voilà, c'est un recueil de 8 histoires. 8 histoires dans lesquelles vous allez avoir un entremêlement entre les... Dans notre société actuelle, entre guillemets, entre les humains et les chats. Mais des chats qui sont doués de paroles, qui sont doués de conscience comme nous, qui littéralement discutent vraiment, et qui intègrent aussi la vie active. Donc il va y avoir des chats qui travaillent, etc. Ça va être un petit peu...
particulier, il va y avoir différentes histoires avec différents points de vue et surtout différentes thématiques sous-jacentes. On va avoir du spécisme, donc du racisme anti-chat. On va avoir aussi des entreprises qui vont essayer de, comment dire, de mettre en avant le côté chat, parce que du coup, t'as toujours les humains qui ont un petit faible pour les chats, voilà, et qui essayent un peu d'exploiter cette mécanique. Mais aussi, tu vas avoir la fibre artistique, tu vas avoir la fibre... Enfin, tu vas avoir plein de choses différentes. Tu vas avoir des chats qui vont être des escortes, voilà, dans des clubs. Dans des clubs d'escorte, où tu vas avoir un chat qui est vraiment le numéro 1 des escortes, et du coup, il y en a d'autres qui essayent de devenir numéro 1 des escortes également, spécialement pour chats. Mais il y a pas mal de trucs comme ça, et franchement, c'était assez chouette, franchement, voilà. Et c'est une bonne pioche, je pense, qu'a fait Shiba. C'est marrant, comme... Moi, comme d'hab, j'ai toujours un petit peu le problème des... comment on appelle ça? Des recueils d'histoires. Parce que du coup, ça ouvre un univers, mais c'est pas vraiment des histoires. Je m'entends. Mais il n'y a pas de... Scénaristiquement, c'est un petit peu plus léger. Donc ça, c'est toujours mon reproche que je fais au recueil d'histoires. Mais ça permet de faire une bonne porte d'ouverture sur le travail de l'auteur. Et sur l'auteur qui s'appelle Aoka. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est chouette. Voilà. On n'en demande pas plus. Moi, j'en demande pas plus, et puis c'était sympathique, quoi. Voilà. C'était sympathique. Bon, ça fait partie des lectures que lui, il était sorti en août. Je l'avais acheté en septembre, je crois, donc le mois dernier. Donc un peu sur le tard, mais de base, je voulais le chroniquer normalement, mais le temps a fait que j'ai pas eu le temps de le chroniquer. Et... On peut pas faire ce qu'on veut quand c'est comme ça. Tout le temps, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà à peu près pour Neo 4. En vrai, pas grand chose d'autre à dire dessus. Grand format, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai pas envie de spoiler la suite. C'est ça le truc. Donc je vais plutôt hop, le mettre de côté. Et c'était sympathique, voilà. C'était sympathique. Il finira dans la Mangatech. Et je le garderai précieusement quand même. Ça fait plaisir de revoir Shiba avec une nouvelle licence en vrai. Ça fait plaisir. Waouh. Quand je fais ça, ça fait tellement blafard. Putain, la dinguerie. Ok. Alors, on va me dire qu'il est de pas mettre ton navigateur en sombre. Il est déjà en sombre. Bref. Alors là, par contre, ça, c'est un gros truc. C'est un gros bébé que je vais parler après. Parce que, moi, à mes yeux, je trouve ça absolument incroyable. Et d'ailleurs, attends. Comment ça? C'est pas mis à jour? Ah si. J'ai eu très peur que ça soit pas mis à jour sur Notiju en mode... il va y avoir plein de trucs à dire sur cette série-là. C'est une série qui est iconique. Et que je suis très 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 content qu'on l'ait enfin en France, qu'on ait eu une réédition. Parce que bordel, ça a mis du temps d'avoir une réédition, je vous le dis tout de suite. Enfin, une réédition qui était trouvable surtout. Parce que bon, il y a eu plein d'éditions de cette série-là. Mais ça a été très très compliqué et ça fait partie des séries qui ont un peu galéré qu'on puisse l'avoir de manière propre en France, on va dire ça comme ça. Donc c'est Gen Hiroshima, aussi appelé Gen au pied nu. Voilà. Gen Hiroshima, ça fait partie des titres qui sont iconiques au Japon. Pourquoi? Déjà, si vous connaissez Hiroshima, je pense que si vous entendez Hiroshima, ça fait un déclic en général. Bien sûr, on va parler d'Hiroshima, et on va pas parler d'Hiroshima dans le bien, malheureusement, on va parler d'Hiroshima dans le grave. Donc, Hiroshima, pendant les fameux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki. Et voilà. C'est là où il y a eu une grosse fête. Ouais, on va dire qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de fumée. En vrai, c'est dur de faire des blagues sur une thématique aussi compliquée. Donc je vais essayer de rester... Je peux pas me permettre de faire des blagues sur ce genre de thématique en vrai. C'est trop compliqué. Salut Doc. C'est trop compliqué là-dessus. Bref, Gen Hiroshima, c'est une série qu'on a galéré à avoir en France. Pourquoi? Parce que c'est une série que, déjà au Japon, elle a été publiée en 73. Non, oui, oui, en 73, puis on l'a eu en 83, voilà, on l'a eu en 83 en France, du coup,
Excusez-moi, bonsoir, bonsoir. Avec les humanoïdes associés, ça a été abandonné. Après, il y a eu Albin Michel, qui a galéré, qui l'a abandonné aussi. Et on a eu un éditeur qui maintenant n'existe plus, qui s'appelle Vertige Graphique, qu'il a édité en 2007. Ok. Sauf que depuis, c'est ça a été très compliqué déjà de trouver les titres chez Vertige, parce que Vertige Graphique, à ce que j'ai compris, ça existe toujours, mais on sait pas trop. Enfin, j'ai l'impression que c'est fini, ça existe plus, mais en fait c'est toujours là. Enfin, c'est un bordel. Et du coup, c'était introuvable. Vraiment, Gen Hiroshima, Gen aux pieds nus, si vous préférez. Parce que, là, on va l'appeler Gen aux pieds nus, parce que ça s'explique. Gen aux pieds nus, du coup, c'est une série que, déjà, je suis très content on l'ait de nouveau en France. Et à ma grande surprise, par un éditeur qui ne propose pas de manga, du coup. Un éditeur qui s'appelle Le Tripode. Et Le Tripode, c'est un éditeur spécialisé dans les romans, on va dire, décontenançants. Je sais pas si c'est le terme que je pourrais utiliser, mais en gros, ça se rapproche d'une ligne éditoriale avec des auteurs et des autrices en termes de romans, un petit peu désopilant, un petit peu qui te sort de ta zone de confort, voilà, on va dire ça comme ça. Et ils nous sortent ça de nulle part, genre, bonjour, Gen Hiroshima, édition Tripode, format double, bisous à tous. Alors là, j'ai pas compris. Mais, je suis hyper heureux. Parce que ça fait partie de ces séries, vraiment, pour moi, de mon point de vue, qui sont iconiques, et je pense que beaucoup de monde qui connaissent un minimum le passif du Japon se doutent que c'est un truc qui est un monument, en fait. Les GOAT, le tripode, ouais, franchement, les GOAT. Le tripode, vous êtes des GOAT, de toute façon. Même en termes de romans, vous êtes des GOAT. C'est comment ça? Non, je vais me tromper, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais... Enfin bref. Tout ça pour dire que... Ils ont repris le titre, ils l'ont retravaillé, ils l'ont retraduit, ils ont rajouté plein de notes. Donc il y a des notes de traduction, mais il y a aussi il y a des préfaces qui ont été faites par d'autres personnes, voilà, par Art Spiegelman, qui est de mémoire, qui est l'auteur de Maos, donc la BD qui parle du monsieur à moustache un peu énervé, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait partie de ces titres qui ont vraiment, quand c'est sorti au Japon, c'était un coup de pied dans la fourmilière. Ça fait partie de ces titres qui ont un devoir de mémoire, déjà. Ouais, ils ont pas fait le travail à moitié. Ouais, ils ont pas fait le travail à moitié du tripode. Ils ont pas juste fait une réédition, ils ont vraiment retravaillé le truc à fond. Et ce que je voulais dire... Ok. Non, j'étais en train de regarder, du coup, il y a des remerciements à la fin, et ça parlait aussi pour la traduction. Du coup, oui. Ça pour dire que ce qui est très fort dans ce titre, et ce qui est qui est horrible à la fois, c'est que Keiji Nakazawa, du coup l'auteur de Gen aux pieds nus, c'est quelqu'un qui a vécu et qui a vu la catastrophe d'Hiroshima, donc le bombardement, qui a déjà... Qui, de base, dans le premier tome, nous raconte le quotidien en période de guerre, parce que, faut pas oublier que avant le bombardement, il y avait la guerre, hein. La guerre qui, littéralement, était une défaite cuisante du Japon, mais qui était juste dans un objectif en mode full propagande, on va détruire tous ces Américains, on s'entraîne, on fait semblant. En fait, il y a que des faux semblants. Et on va suivre toute une famille qui vit dans la pauvreté, parce que tout le monde est en train de crever de faim, et tout le monde respecte l'idéologie de l'État. Mais parce que l'État, par contre, l'État il est en mode full propagande, en mode c'est bon, on va les tuer les ricains, vous inquiétez pas, on a encore détruit 50 bateaux aujourd'hui, c'est complètement faux. Ils sont juste en train de se faire massacrer, et ils récupèrent tout ce qui traîne en termes de main-d'œuvre. Tous les enfants, ils font de la propagande pour qu'ils puissent s'enrôler volontairement dans l'armée.
Si tu t'enrôles pas, bah vous connaissez le Japon, si tu le fais pas ça, t'es mis en place comme un paria. Enfin, t'es pris pour un paria. Il y a plein d'autres ethnies. Il y a d'autres, parce qu'il y a les Japonais, mais il y a aussi des Chinois et des Coréens qui habitent au Japon à cette époque-là, qui il n'y avait pas encore ce clash un petit peu comme il y a maintenant, entre guillemets, cette haine qu'il y a envers les Chinois, mais elle était un petit peu présente. Donc le voisinage, un voisin qui est chinois, eux s'entendent bien avec lui, mais genre tout le monde dit le chinois, nanana. Enfin bref, voilà, vous voyez le principe. Et ce qui est ouf, c'est que Keiji Nakazawa, comme je disais, il a vécu cette catastrophe. Donc c'est pour ça que l'œuvre elle est sortie qu'en 73, parce que à l'époque de Hiroshima et Nagasaki, lui de mémoire il avait 6-7 ans, hein. Et dans le texte, c'est retranscrit dans le titre, dans un quotidien très dur et d'un seul coup qui est encore plus... Enfin, qui est complètement détruit, au moment où ça commence à aller un tout petit peu mieux, voilà. Et où il perd sa mère devant lui, dans d'atroces souffrances, il perd... Non, pardon, il perd pas sa mère, il perd son père, il perd sa sœur, voilà, dans d'atroces souffrances qui meurent juste devant lui, devant ses yeux. Il est impuissant, il peut rien faire. Il se fait complètement irradier, il voit des personnes fondre littéralement devant lui à cause des radiations, et à cause du souffle. Enfin, c'est un enfer, c'est vraiment... Il retrace un enfer. Et je trouve que de la manière dont il le compte, enfin il le raconte, putain c'est poignant, c'est vraiment poignant. Ça fait partie de ces titres que moi je trouve sont... Je sais pas comment dire, mais sont essentiels. Sont vraiment essentiels. Et même si bah, je comprends pour certains que bah, le dessin il a un peu vieilli, mais c'est normal, c'est un dessin qui a plus de 50 ans. Qu'est-ce que vous espérez d'un dessin qui a plus de 50 ans? Il peut pas être actuel, c'est impossible. Voilà. Mais juste pour la force du titre, il faut absolument lire Gen Hiroshima. Voilà, Gen aux pieds nus. Et d'ailleurs, ça s'appelle Gen aux pieds nus parce que du coup, le titre au Japon c'était Gen aux pieds nus. Hein, voilà. Le titre le vaut du coup son prix. Ah, mais totalement. Et moi je trouve que c'est pas cher. On est à 13,80, ok? On est sur un titre à 13,90, pardon. Aux éditions du Tripod. De mémoire, ça sera fini en 6 tomes, si je dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier. Parce que j'avais regardé, mais de mémoire, ça va être fini en 6 tomes. On est sur un prix forme tome double. Hein. Vraiment, c'est pas dérangeant. Non, non, il est pas si cher en plus. Non, non, justement, c'est pas si cher pour ce que c'est. Hein. Non, alors, du coup, ça sera terminé en 10 tomes. Non, c'est des grands formats, mais terminé en 10 tomes. Pardon, c'est pas les tomes doubles. C'est pas les tomes doubles. C'est 10 tomes. Donc, ce n'est pas des tomes doubles, je pense. Mais par contre, c'est du grand format. Attends, je vous mets un tome de... Bon, je vais en parler après, mais c'est pas grave. Tome classique, à côté. Donc, comme d'hab, hop. Non, ce sera 10 tomes, parce que de base, la série fait 10 tomes en édition poche. Voilà. Vous voyez, c'est un beau bébé quand même. Hein. Donc là, on a des planches agrandies, on a tout, hein. L'édition un petit peu rigide en plus. Non, non, franchement, l'édition... Pour le travail de trad derrière... Putain, c'est quand même chouette, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Je vais pas commencer une nouvelle série, mais tu m'as convaincu. Ah, mais pour moi, c'est plus qu'une série, c'est un devoir de mémoire, ce titre-là. Hein. C'est un titre qui est très 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 important sur plein de points de vue. Déjà, le point de vue historique, bien sûr, mais il y a aussi le côté, tout simplement, les années manga dans ces années-là. Ce qui est assez fou, c'est que tu vois qu'il y a un mec qui a été influencé par Tezuka, qui a un dessin qui se rapproche de Tezuka, hein, parce que bon, on est quand même dans les années 70, donc on a des dessins qui se rapprochent un peu de Tezuka sur pas mal de points. Je ne parle pas des gros yeux, etc., mais dans l'esthétique, des vannes, des blagues, de l'humour un peu forcé de temps en temps, mais tu le ressens que c'est ces années-là, tu vois. Et il te balance une mandale dans la tronche. Parce que moi, je l'ai lu, je l'ai dévoré en... Parce qu'il m'a pris une bonne heure quand même à lire, hein, donc c'est quand même très dense. Mais moi j'en étais scié quoi de ma lecture du tome 1. Et j'ai pas encore lu le tome 2 qui était sorti en simultané d'ailleurs du coup. Les deux étaient sortis en même temps.
où ils étaient sortis le 2 octobre, donc il y a 15 jours, quoi. Mais non, moi j'ai été scié de ma lecture. Hein. Et le tome 2, je dois le lire, je dois le choper dans pas longtemps, là. C'est prévu de le choper dans pas longtemps. Mais je voulais d'abord me donner une idée. Par contre, c'est marqué 13,80 partout, mais moi je confirme que c'est 13,90. Hein. Littéralement écrit dessus. Bon, la caméra qui a décidé de pas focus. Bon, bah c'est 13,90, croyez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je fais ça. Elle a pas envie. Elle veut focus sur ma main. Ah, bah ça a mis du temps. Voilà, 13,90. Ça a mis du temps. Bon. Mais voilà, 13,90, en vrai... pour un grand format, moi je trouve que c'est pas déconnant. Et pour un titre qu'on attendait depuis 20 ans, c'est pas déconnant non plus, quoi. Au bout d'un moment... Même si je dis 20 ans, j'exagère un peu, mais en vrai, Vertige, on les a pas... On galérait pour trouver des titres, alors du coup... Et il y avait de la demande en plus, j'étais surpris, mais il y avait vraiment de la demande. Donc, mais trop bien en fait qu'il y ait de la demande sur ce genre de titre, c'est important. Mais ces genres de titres, on se dit, bon, bah les gens ont un peu oublié quoi. Non, non. Non, non, c'est. Voilà. Bref. Voilà pour Gen d'Hiroshima. T'as lu des trucs toi, Doc, récemment ou pas du coup? Oh putain, la caméra. Et elle a décidé de. Hello? Hello? T'as pas aimé? Ok. Ouah, l'idiote. Ah. Eh, me revoilà. Je te jure. Mais du coup, voilà. C'était Gen Hiroshima, fallait vraiment que j'en parle. De base, je voulais le présenter vraiment dans un live manga classique, mais comme je savais que j'aurais pas le temps de préparer une émission, je voulais au moins en parler dans un blabla. Pour moi, c'est important. Voilà, ça fait partie des titres qui sont vraiment importants à parler, à discuter autour. Et j'ai pu déjà en parler avec d'autres personnes qui l'ont lu, et on a tous à peu près le même ressenti. Où moi, j'étais à deux doigts de chialer sur le tome tellement que c'était puissant, quoi. Ouais, mais c'est plus qu'un patrimoine historique. Parce que tu vois, typiquement, tu prends un titre comme Mouse de Art Spiegelman. Ok, c'est un titre qui est hyper important parce qu'il va parler du monsieur moustachu un peu énervé pendant la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qu'il a fait. Mais dans l'ensemble, c'est pas que le côté historique, c'est le côté ne refaites plus jamais ça. Et là, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu cette atrocité et qui est en mode plus jamais. Mais pour qui que ce soit, je ne le souhaite absolument personne. Voilà. Et je trouve que c'est aussi ça. Ok, c'est un devoir de mémoire, mais en même temps, c'est un devoir comment dire, pas de prévention, mais entre guillemets, de ne... Ah, vous avez fait une fois la connerie, ne la recommencez pas, quoi. Et c'est pour ça que je le trouve très important, ce titre-là. Et il avait bouleversé le Japon quand il est sorti, ce titre. Vraiment. Parce que déjà que ça avait marqué toute une génération au Japon, et ça marque encore, parce que tu as encore les stigmates dans certains endroits, donc je parle bien évidemment de Hiroshima et Nagasaki, hein, je parle pas de Fukushima, ça c'est autre chose, où là il y a des stigmates plus récents, mais t'as quand même les anciennes générations qui sont toujours marquées de Nagasaki et Hiroshima, quoi. Donc, et quand t'apprends qu'en plus dans le plan initial il y avait 3 autres villes, putain, et que de base d'ailleurs Hiroshima n'était pas dedans. J'ai eu l'actuel une fleur venue d'ailleurs et relu Mitsubishi Colors plus un stand après, Daisuke Imai la semaine dernière. Hein. Sinon, dans le mois, j'ai découvert Maomori, on va en parler juste après, et Volundio, le manga de l'auteur de Elk. Ok, Volundio, ça me dit absolument rien. Mitsubishi Colors, ok. Un stand après c'était chouette. C'est comme ça que j'avais découvert Daisuke Imai et c'était chouette. C'est pas son meilleur titre de loin, mais parce que ça reste un recueil d'histoires courtes, mais c'était chouette. Et comment il s'appelle? Maoromi, on en parle juste après. Il est là. Il est dans la palle. Ah, il est pas dans la palle, il est la pile à traiter, la pâte. La pile à discuter, la pad. Voilà, il est dans la pad. Pas confondre, il est dans les pads, ça n'a rien à voir du coup. Bref. Tout ça pour dire Jen, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette et je vous encourage fortement à le lire.
En plus, Instance d'après, ça parle de l'évolution des technologies. Oui, j'aime beaucoup le côté, ce côté-là. Bah, en fait, c'est plus actu avec l'essor de l'IA, mais même à l'époque où moi je l'ai lu, parce qu'Instant d'après, ça commence à dater, hein. Comment d'ailleurs t'as fait pour lire Instant d'après maintenant? Pense à ça. Parce que ça c'était sorti chez... C'est chez Comico, ça. 2019, hein. 2019, hein. Ouais. Hein. J'ai relu... Ah oui, t'as relu, pardon. Ok. Mais ouais, moi ça a été un de mes gros coups de cœur à l'époque, Instant d'après. J'avais beaucoup aimé... J'avais beaucoup aimé Instant d'après. Je vais mettre la couverture. Je crois qu'il est toujours dispo, hein. En même temps, Comico, en général, ils gardent plus longtemps leurs titres. On peut leur dire ce qu'on veut là-dessus, mais Comico, ils essaient de garder assez longtemps leurs titres. Donc Daisuke Imai, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement de mon point de vue. C'est l'auteur qui vous a proposé des titres comme Kappa, enfin Paka, pardon. Il y a Sensu aussi, qui est absolument bouleversant, de Daisuke Imai. Il y a également Elle et lui, alors je sais jamais c'est comment ça s'appelle l'histoire. Histoire parallèle, Elle et lui. Je sais plus c'était quoi. Attends, faut que je regarde. Mais c'est un auteur que j'apprécie énormément, Daisuke Imai. Destin parallèle, Elle et lui, voilà, c'est ça. Paka, Sensu, et là, le plus récemment, Bitter Connect, mais je l'ai pas lu, lui. Parce qu'il est pas encore sorti en France, tout simplement. Ouais, Sensu, hein. Sensu, c'est quelque chose, hein. Qui sont plus vieux qu'on a eu en France. Il est sorti chez Casterman, alors du coup, pour le... C'est toujours trouvable, hein, c'est pas le souci, mais... C'est un petit peu plus intimiste, on va dire. Sensu, c'est vraiment chouette, hein. Attendez, hein, le concept de Sensu, moi, m'avait estomaqué, vraiment. Et je pèse mes mots. Hein. Si jamais Sensu, tu pars du principe qu'il y a des personnes dans la société qui se sont évaporées totalement du jour au lendemain de la société pour diverses raisons. Voilà, tout simplement. Ça peut être... c'est pas forcément parce que la personne elle a commis un acte répréhensible, c'est vraiment diverses raisons. Voilà. Et on suit l'une d'entre elles, qui est devenue une sangsue. Pourquoi c'est devenu une sangsue? Parce que elle va vivre au crochet des gens, mais sans qu'ils sachent qu'elle est là. Donc, ça fait froid dans le dos parce que c'est une thématique qui a vraiment existé au Japon, surtout à Tokyo. Et c'est une thématique qui a été un petit peu extrapolée par l'auteur, je l'accorde, mais qui est quand même un bon miroir de la société. Donc concrètement, ce sont des personnes qui, quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes au travail, ou quand vous êtes parti en vacances, ou des choses comme ça, squattent chez vous, et vous ne vous rendez pas compte de leur présence quand vous revenez le soir. Parce que ce sont des personnes tellement consciencieuses elles vont essayer de faire en sorte de ne pas montrer leur présence pour qu'elles puissent revenir dans d'autres jours quand elles auront besoin. Voilà. C'est ça, Sensu. Donc, on va suivre l'une d'entre elles qui s'appelle Yoko et qui, du coup, elle n'existe plus dans la vie réelle, entre guillemets. Elle a disparu pour la société et elle va vivre comme une Sensu où elle va littéralement grappiller le sang des autres personnes qu'elle ne connaît pas, hein. Elle connaît personne, mais elle a réussi à récupérer de telle manière un doublon de clé ou trouver un moyen d'entrer dans une maison pendant que t'es pas là, etc., etc. Et elle va se rendre compte rapidement que au début ça se passe super bien, c'est trop cool, mais sauf que y a d'autres personnes qui font ça et c'est un petit peu une guerre de territoire et tout ça, quoi. Il y a plein de gens qui font ça et on va dire que les gens qui font ça, c'est pas tout rose de leur côté. Déjà, à partir du moment que tu vis comme un paria ou une paria, tu peux t'attendre à qu'il y ait une société de paria qui s'est construite en parallèle de la société, on va dire, société du jour, voilà. Et il y a plein d'autres personnes qui vont faire ça, qui vont être des immigrés clandestins, qui vont être des criminels, qui vont être des choses comme ça. Voilà. C'est pour ça. Et Sensu, c'est fini qu'en 5 tomes. Et franchement, ça reste pour moi, à mes yeux, une super série.
Que d'ailleurs, moi un jour j'ai prévu de m'acheter, je l'avais lu grâce à une amie, il me l'avait prêté, mais ça fait partie des séries que je dois absolument acheter, parce que je trouve ça vraiment tip top. Comme la majorité du travail de Daisuke Imai, mais celui-là m'avait vraiment frappé. Hein. Parce que autant t'as un sensu qui va te frapper la tronche, autant t'as un Paka qui est vraiment tout mimi à côté. Ou même un instant d'après, c'est plutôt chill, tu vois. Ou même les destins parallèles, c'est des romances plutôt tranquilles, tu vois. Mais là, t'as un sensu qui arrive et qui t'es en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vraiment chouette. Enfin bref, franchement, c'est chouette sensu. Et sinon, dans les autres titres, bah du coup, t'as dit Maomori. Bon, Maomori, on va en parler juste après, il est juste là. Et ouais. Je confirme, c'est agréable à lire. Ouais, Sensu, c'est chouette. Hein. Enfin, Daisuke Imai, en général, je trouve que c'est agréable à lire. C'est un genre, c'est un auteur qui dessine avec beaucoup de... avec très peu d'arrière-plan, je trouve. Mais ça apporte quelque chose, hein. Ça apporte un impact quand tu le lis. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Bref. Bon, on va parler de Maoromi, du coup. On va en profiter. Tac. Hop. La transition est toute trouvée, je te remercie, Doc. Noté sur notre Notiljon, 10 sur 10, un membre. Bon, faut peut-être pas dire, faut pas dire que c'est 10 sur 10 quand même. Hein. Y a eu... Moi j'ai trouvé de meilleurs titres de Kaitume pour l'instant. Alors on va dire qu'il y a le fanboy qui a parlé à mon avis. Ou la fangirl. En tout cas, l'un des deux. Je sais pas si je devrais mettre une note, combien je lui mettrais à Maoromi. C'est un peu particulier, hein. J'attends de voir où ça va mener, moi, en fait. Un tome 1 comme ça, c'est compliqué de le noter, hein. 11 sur 10 minimum. Arrête, ça surcote, là. Le concept, il est chouette, mais je sais pas où ça peut nous emmener, voilà. Alors, je trouve que le... Ouais, attendez, on va en parler un petit peu plus, et moi, je vais mettre quelques réserves sur le titre, voilà. Mais j'aime bien, il y a un mélange qui marche, qui est assez surprenant, comme tous les titres de Kaitume que je lis en général. Il y a un truc qui est surprenant à chaque fois. Mais là, voilà, je reste un peu plus sur mes réserves. Pourquoi? Vous le saurez juste après. Donc Maoromi, c'est sorti le 24 septembre. Donc c'est un titre Maoromi, aussi appelé Chronique architecturale de l'espace-temps. Voilà, donc qui sera terminé en 4 tomes du coup. T'as un mystère de fond ce qui se dessine, mais ouais, t'es plus sur des histoires style feuilleton. Ouais, c'est clairement un tranche de vie déjà. Donc il peut te faire déconnecter un petit peu de la thématique avec le fil rouge, etc. Moi personnellement, ça m'a déconnecté plusieurs fois du fil rouge. Mais c'est pas le plus dérangeant, voilà. C'est pas le plus dérangeant, loin de là. Ce que je trouve chouette dans l'histoire, pour moi, les points forts de l'histoire, c'est vraiment... Bon, avant de parler des points forts, je vais quand même faire un petit pitch de l'histoire. On va suivre un jeune étudiant qui s'appelle Niwa, qui est en première année d'études d'architecture. Donc au Japon, bah, il fait une école d'architecture, j'ai envie de te dire, c'est plutôt classique. Et il y a une de ses camarades de classe qui l'invite à visiter une maison qui est sur le point de se faire démolir. Voilà, c'est une maison qui était importante historiquement parlant et architecturalement parlant. Donc leur seul moyen d'un petit peu de rappeler la mémoire de cette maison, c'est qu'ils vont essayer de croquer des plans le plus vite possible avant sa destruction. Donc là, se pointe la veille, hein, littéralement la destruction. Ils vont se pointer vraiment peu de temps avant et ils vont essayer de redessiner et de prendre le plus possible de clichés pour essayer de faire un devoir de mémoire envers le travail de l'architecte sur cette maison. Voilà. Et ouais. Le dessin, ouais, bien sûr, le dessin, bah ça, c'est Kaitume, j'ai envie de dire. Donc, et du coup, quand il est en train de visiter le chantier de démolition, Yaniwa, à un moment, il va toucher une poignée de porte. Il va se sentir attiré vers une poignée de porte, il touche la poignée de porte, et là, il a une sorte de vision qui lui apparaît. Et il voit une espèce de vision où il y a une jeune femme, mais vraiment très belle, qui parle avec lui, et il se rend compte que dans cette vision également, il va essayer de voir... c'est une sorte de... Comment je pourrais dire, hein,
Non, il a une sorte de vision, pardon. Voilà, je suis en train de mélanger, parce que le côté tranche de vie m'a mélangé, hein, je vais être franc. Il a une vision, et il se rend compte qu'il y a... C'est dans celle-ci où il y a un jouet qui est derrière une porte, ou je ne sais plus. Non, c'est une lettre. Voilà, c'est une lettre qui est dans cette maison-là. Et il se rend compte qu'il y a une femme qui a écrit une lettre et qui ne l'a jamais postée, et qui l'a cachée. Voilà. Et il va repenser à la nuit est tombée, et là il va tomber nez à nez avec la jeune femme qui est très belle, et qui va l'aider à trouver cette lettre, et qui va lui dire que ça serait bien de renvoyer la lettre à la personne qui l'a fait, sachant que la lettre date d'il y a plus de 70 ans, 80 ans, comme ça. Donc voilà. Voilà à peu près l'histoire. En gros, il va avoir des flashs au fur et à mesure dans certains lieux. Il va avoir des flashs un petit peu... il sait pas d'où ça sort. Ils vont souvent lui indiquer une espèce de trace du passé des habitants avant de quitter la maison ou un moment fort dans la maison. Et lui, il va essayer d'enquêter à chaque fois un petit peu... Bah, c'est comme si la maison lui parlait, en fait. C'est comme si la maison lui donnait un dernier message en mode, bah tiens, mon ancien propriétaire, une de mes anciennes propriétaires, n'a pas eu le temps de faire ça. Et ça serait un petit peu un dernier hommage pour la maison, tu vois. Comme si il pouvait échanger avec la maison. Ce que le concept est plutôt chouette. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, le côté tranche de vie fait un petit peu... On est un peu sur une sorte de phase d'enquête. Un petit peu en duo par moment, voilà. C'est... j'ai trouvé ça plutôt... la manière dont c'est tourné, j'ai trouvé ça ok. C'était bien. Mais c'était ok, voilà, en termes d'histoire. Les personnages sont plutôt sympathiques. Niwa est... Il est là. J'ai pas non plus adhéré beaucoup au perso. Par contre, comme disait Doc, en termes de dessin, c'est vraiment, vraiment beau. Deuxièmement, on est sur un... Enfin, on est sur un moment, en plus, où on va avoir comment dire, une thématique sur l'architecture. Donc tu peux pas te louper sur les décors des maisons, etc. Et Kaitume ne se loupe clairement pas. Donc ça, c'est vraiment très beau. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment pour moi le point fort du titre, où je trouve que graphiquement, quand t'es dans les maisons, ou quand tu vois des architectures en particulier, les décors sont vraiment bien foutus. Et même les personnages, hein, parce que du coup, Alain, elle a toujours ce grain un petit peu en termes de dessin. J'essaie de trouver des planches pour vous montrer. Avec... Ah, moi, je trouve c'est beau, après, c'est mon point de vue. Mais en termes de grain, du coup, il y a toujours qu'on appelle ça, les habitations, les maisons, etc. Même les persos sont vraiment chouettes. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment beau. Et comme d'habitude, ma caméra leur rend vraiment pas hommage. Mais vous voyez un petit peu ce genre de trait, moi je trouve ça vraiment très beau. Hein. Il y a quelque chose. Et Kaitume, en termes de tête, en plus, en termes de personnage, je trouve qu'elle a... Elle arrive à faire un rendu qui est vraiment sympa. Surtout sur les personnages un peu énigmatiques, ou les personnages un petit peu espiègles aussi. Elle aime bien dessiner les personnages espiègles, j'ai l'impression. Franchement, c'est vraiment chouette. Comment elle arrive à faire le rendu. Putain, incroyable, ma caméra qui a réussi à focus. Magnifique. Bref. Tout ça pour dire, voilà, en termes de dessin, ça, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est toujours son point fort. Kaitume, c'est toujours son point fort là-dessus. Il n'y a aucun problème. Maoromi, chronique architecturale de l'espace-temps, qui sera fini en 4 tomes en plus. C'est très beau. Là où, personnellement, pour moi, le bas blesse, comme je disais, c'est vraiment le tranche de vie qui... Pourtant, je suis fan de tranche de vie. C'est vraiment un genre que je trouve que j'aime beaucoup. Autant dans Jimbocho Sister, je trouve le tranche de vie marche à merveille. Autant là, je trouve qu'il y a un décalage entre les enquêtes. Entre les moments... on comprend pas trop ce qui s'est passé entre deux. Il y a des personnages qui sont un petit peu... voilà, tu te demandes ce qu'ils font là. Mais je pense qu'elle a affiné son storytelling depuis. Parce que faut pas oublier que Maoromi, ça date de 2012. Alors que si je prends un Jimbocho, si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup plus récent. C'est 2021. Voilà. Donc pour vous dire, en 9 ans, forcément t'as évolué. Et là on le ressent. Moi je trouve qu'on le ressent particulièrement. Mais après, comme d'habitude, ça fait partie des autrices que moi je demande encore plus à découvrir son univers, parce que je trouve qu'elle a un univers qui est vraiment chouette et vraiment unique. Donc vraiment, vraiment cool, ouais. Jimbocho c'est le plus récent. Ouais, Jimbocho c'est le plus récent, ouais. Et oui, c'est 2012.
C'est 2012 du coup pour comment il s'appelle Maoromi. Même d'ailleurs c'est 2010 au Japon. Hein. Ça a quand... Attends, ouais, attends, j'ai deux sources différentes. Comment ça j'ai deux sources différentes? Il y en a un c'est 2010 et l'autre c'est 2012. Bah pourquoi pas? Hein. On est plus après. Je pense que le chapitrage, le premier chapitre est paru en 2010 et le premier tome relié est sorti en 2012. Je pense. Bon, tout ça pour dire, ouais, ça date un peu, quoi. Disons 2011, ouais, coupons-la pour en deux. Quand on sait pas trop, moite-moite, voilà. Donc tout ça pour dire, ouais, c'est pas... Moi, ça me surprend pas, on sent vraiment qu'il y a une évolution depuis... de mon point de vue, voilà. Et je suis très content que cette autrice, elle revienne vraiment en force, là, j'ai l'impression, en France. Parce que autant on l'a eu avec Jimbocho Sisters qui a été ramené grâce à Mangetsu, autant il y a des Sing Yesterday for Me qui est ressorti, et je crois que ça c'est aussi c'est chez Delcourt, voilà. Ça a été ressorti, ça a été réédité, alors que c'était 2003 en France, voilà, pour vous dire que ça date. Et on a typiquement le Maoromi qui revient, et en plus aux éditions Les Arts Noirs. Donc ce qui est bien, c'est que beaucoup d'éditeurs se prêtent au jeu. Donc si beaucoup d'éditeurs se prêtent au jeu, je pars du principe qu'il y a un véritable enjeu autour de cette autrice, et qu'il y a un véritable regain de l'autrice en France, et du coup c'est intéressant, et qu'on va avoir plus de choses de cette autrice. Ce que j'espère, voilà. J'aimerais beaucoup qu'on récupère des anciens titres qu'elle a pu faire à l'époque, mais je sais pas si on va les avoir. Chaque titre est chez un éditeur différent. Ouais, c'est assez marrant de voir que ça se fait un peu la guéguerre pour avoir les titres de l'autrice. On va voir. On va voir ce que ça va être par la suite. Je sais pas... Je sais pas comment ça va apparaître par la suite, quoi. Luno, c'est chez Kana? Ouais, l'ancien était chez Darkana, ouais. C'était un one-shot. Mais t'en as aussi qui était chez Taifu. Donc je prends Déviance, c'était chez Taifu. Tu prends Les Mystères de Taisho, c'était chez Akata. Donc Delcourt, du coup, mais c'était Akata déjà, donc peut-être qu'Akata va revenir aussi. Tu prends quoi qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Je sais pas si Kuroganeka était sorti. Non, Kuroganeka était pas sorti. Pas en France en tout cas. En 0, c'était chez Taifu aussi, hein. Ouais. Mais c'est Taifu Comics. C'était pas Taifu Yuri ni Taifu Yaoi. C'était Taifu Comics. Ah oui, il y a eu Les Lamentations de l'Agneau aussi, c'est vrai, qui était sorti. C'était aussi chez Delcourt, ça. Ouais. Qui est sa série la plus iconique, on va dire. Voilà. En tout cas, qu'on a eu en France. Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'était la série qui était la plus connue de l'autrice. Voilà. Les Lamentations de l'Agneau. Ça va revenir. Ça va revenir chez Delcourt, à mon avis. Y a pas un éditeur qui avait annoncé publier un autre titre aussi d'elle? Pas que je sache. Après, moi, comme je dis, je suis moins les actus. Donc c'est possible que... Il y a un titre qui a été réannoncé, mais moi, ça me dit absolument rien. Je regarde les trucs récents, on va dire. 3 en cours. Pas de VF, pas de VF, pas de VF. Rocky Princess. Je saurais pas dire. Faudra regarder l'actu directement sur des éditeurs, parce que là, je t'avouerai que je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Il y a eu pas mal de titres de Maoromi. On va peut-être après... Ouais, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Là-dessus, on verra. On verra ce que ça va donner. En tout cas, Maoromi, très chouette. Et dans l'ensemble, moi, j'ai des réserves, comme d'habitude, donc un tome 2 sera de... Tu vois ce que je veux dire? J'attends un tome 2 avec impatience, mais on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que 4 tomes, donc en vrai, je me permets d'aller chercher jusqu'au bout. Ça sera comme... Putain, du coup, c'est comme Jimbocho, c'est fini, là. Il y a des titres comme ça, t'as pas envie que ça se termine. Jimbocho, c'est vraiment... Ça fait partie de ces titres où j'aurais voulu que ça continue longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir là-dessus. C'est Jimbocho, ça sera terminé avec le 6ème tome, et ça paraîtra quand? Ah, on l'a pas en France encore. Mais il y aura 6 tomes terminés, du coup. Après, en sens, vaut mieux des séries courtes intéressantes que des séries longues à rallonge. Voilà.
Prochain titre, alors là on va changer de registre. On va vraiment changer de registre. Pourquoi? Je vais vous parler d'un titre qui m'avait tapé dans l'œil directement quand il est paru. Et il y a une bonne raison à ça, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Alors comment? C'est comme ça. Spoil, hein. Je crois que techniquement j'ai spoil juste avant. Lilo et Stitch en manga. En vrai non, il y a déjà eu trop de réédits dessus. Et, on connaît déjà un petit peu maintenant, j'ai pas envie de parler des spin-offs, bref. Touk touk touk. On parle pas des spin-offs ici. C'est Moscou 2160. Moscou 2160. Perso, quand il a été annoncé, j'étais en mode... Je vais aimer. Je sais que je vais aimer. Voilà, là on est dans ma cam. Hein. Là, quand je vous dis qu'on est dans ma cam, on est dans ma cam. Post-apo, science-fiction, cyberpunk, entre guillemets, plus cyborg. J'aime pas dire cyberpunk, je dirais plus cyborg. Et et dans l'ensemble, voilà, dystopie. Dystopie adulte. Hein. Concrètement, c'est destiné au... C'est à moins de 16, je crois, de mémoire. Hein. Il y a... Je sais plus où c'est écrit, mais je crois que c'est conseillé 16 ans et plus. Hein. C'est un seinen, hein, donc déjà, ça donne le ton, mais c'est un seinen un peu plus énervé, quand même. Je sais plus, je crois que j'avais vu Public Averti, c'est marqué derrière, ce livre est destiné aux adultes, il contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité. Ouais. ouais, il faut le dire, il faut le dire. C'est pas pour tout le monde. En termes de violence, et il y a de la nudité aussi, enfin bref, voilà, il y a un petit peu de tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh, le titre, il était vachement bien. Le mec, il parle même pas de l'histoire, tu sais. Le titre, il était vachement bien. Hein. Lisez le titre. Merde, c'est pas pour moi. Ah, t'es trop jeune, Doc. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Concrètement, on est dans une dystopie. Qu'est-ce qu'une dystopie, vous allez me dire? Ceux qui ne savent pas, le dystopie, c'est tout simplement l'inverse d'une utopie. Qu'est-ce qu'une utopie? Utopie par du principe, c'est un futur le plus optimiste possible où tout se passe dans le meilleur des mondes. Dystopie, vous comprenez, c'est bien l'inverse. C'est souvent la merde. Voilà, c'est la merde. C'est hyper compliqué. C'est dans une tension souvent très politique très présente. T'as une tension aussi au niveau des gens où qui passent juste leur temps à survivre plutôt qu'autre chose. Il y a souvent eu des effondrements d'État. Enfin, vraiment, il n'y a plus vraiment d'État, il n'y a plus vraiment de police. C'est chacun pour sa tronche. Et puis voilà, quoi. Typiquement, un exemple que j'aime bien... Alors je vais pas le dire forcément en BD, mais en tout cas en jeu vidéo, c'est Metro 2033. Et qui là marche vraiment d'autant plus parce qu'on est Metro 2033. Ça se passe en Russie, à Moscou, dans les métros. Là, on est à Moscou en 2160. Voilà. Ouais, Cyberpunk marche bien aussi en termes d'exemple, hein, si jamais aussi, ça marche bien. Donc, en termes de contexte, dans Moscou 1860, on est 2 siècles après la fin de la guerre froide. Enfin, il y a eu 2 siècles de guerre froide. Et on a l'URSS qui tient toujours, tout simplement. Et dans l'URSS de 2160, concrètement, c'est uniquement basé sur des gens qui essaient d'arnaquer son prochain. Tu vas dans des bars un petit peu lugubres, pas très comment dire, fréquentables, voilà. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des protestes pour pas cher, d'arnaquer tout le monde. Oh, ça tue, ça pour rien, enfin vraiment. Toutes les factions, elles sont en train de faire des coups d'état en permanence. Il n'y a plus vraiment de liberté, il n'y a plus vraiment d'avenir. Personne n'est Enfin, il y a une minorité d'extra riches et une majorité de pauvres qui est en train de... dans la douille. Enfin, vraiment, c'est ça. Voilà. Et on va suivre le quotidien d'un mec dont son travail est un nettoyeur. Nettoyeur, littéralement, qui est comment on appelle ça? Une sorte de tueur à gages, voilà. Mais qui est un métier, du coup, qui est totalement autorisé par l'État.
et qui est même plutôt bien récompensé par l'État. Les nettoyeurs, ils ont une espèce de... Ils portent une espèce de croix dans le dos en mode si vous réussissez à faire tant de choses, et ben on vous donnera un meilleur statut. Voilà. Et ce nettoyeur, du coup, bah, ce qui est plutôt sympa dans l'ensemble, c'est que bah, on se rend compte rapidement qu'il y a un passif avec une autre série qui est sortie chez Kurokawa, et peut-être qu'il va vous parler, qui s'appelle Goblin Slayer. Je vais dire Demon Slayer, mais bon, pas du tout. Goblin Slayer, du coup. Parce que le Kaguo Kumo, donc c'est le scénariste de Goblin Slayer. Et qu'il a nous a ressorti une dystopie. Donc vous avez un peu le même archétype du héros, enfin du anti-héros, qui est un peu solitaire et tout ça, qui va un petit peu, qui retire pas souvent son casque en public, qui veut pas qu'on le voit, etc., etc. Donc il y a des échos, mais ça s'arrête là. Concrètement, ça s'arrête là. Déjà, premier tome, tu vois le visage du nettoyeur. Donc, du manga ou du light novel? Du light novel. C'est le scénariste. Donc, du coup, c'est Kaguya Kumo, c'est l'auteur du light novel, du coup, de Goblin Slayer, qui a aussi été l'auteur du light novel de Moscou 2160. Voilà. Et là, c'est une adaptation du light novel de Moscou 2160. Ce qui est vraiment chouette, déjà, moi j'ai un gros distinguo à faire par rapport à Goblin Slayer. Déjà, bon, en termes d'univers, on passe de fantasy à SF, donc forcément ça n'a rien à voir. Mais même en termes de personnage, déjà le personnage, je trouve qu'il a beaucoup plus de profondeur dès le premier tome. Littéralement, son seul objectif, c'est de survivre pour retourner dans les bras de son amante dès qu'il peut, simplement, une fois par semaine. Et son objectif, lui, c'est de libérer sa bien-aimée des griffes, entre guillemets, de la société qui l'emploie. Voilà, on va dire ça comme ça, j'ai pas envie de spoil. Mais j'ai bien aimé, c'était bien tourné. Alors, comment on appelle ça? Le phrasé, en tout cas, l'utilisation des phrases dans le manga est vraiment chouette dans l'ensemble. Ils ont vraiment conservé à la traduction beaucoup de termes en russe qui renforcent l'immersion, et je trouve ça très chouette. Ils mettent les traductions en dessous, mais je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait ça, parce que bah, ça fait un peu plus brut, et je trouve ça vraiment chouette. Concrètement, il n'y a pas de... c'est aussi violent qu'un Goblin Slayer, où vraiment, bah, en 2 secondes, un personnage peut crever, parce que bah, c'est juste un personnage, et puis tant pis, quoi. Ça, c'est... On n'est pas... En plus, on n'est pas aux côtés d'un surhumain, on est aux côtés de quelqu'un qui va réfléchir dans des situations un peu compliquées, qui, t'as beau essayer de fomenter, de créer une sorte de troupe de mercenaires pour aller buter du mec qui est un peu plus énervé. Si fais pas le poids, tu fais pas le poids et tu te fais juste massacrer, quoi. Bah voilà, bah c'est ce genre de choses que tu peux voir dans Moscou 1860, et je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette que ça soit le côté un petit peu, pas pragmatique, mais en mode, bah on n'était pas assez préparé, on s'est fait juste dérouiller, quoi. Et lui, il a survécu à tant bien que mal à ce genre de choses, quoi. Franchement, non, c'est chouette. J'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien pour moi de lire ce genre de titre, parce que je trouvais que bah, on avait plus de titres un petit peu impactants, voilà, je trouvais, en termes d'univers, etc. Et je trouve qu'en termes d'univers, il est très impactant. D'ailleurs, Kurokawa s'est fait plaisir, ils ont mis une petite planche couleur, voilà. Je trouve qu'au début, ça marche plutôt bien. On parle de lui en tant que nettoyeur. Et il y avait une petite planche couleur qui était juste avant. Oh. Voilà. Comme d'hab, ma caméra lui rend pas honneur. Mais ça marche bien. Ça marche vraiment bien. L'univers est vraiment sombre, mais c'est ce qui fait aussi son charme, je trouve. Et après, en termes de dessin, ça marche bien, c'est efficace, voilà. C'est pas non plus incroyable, je trouve juste c'est efficace. Et enfin, à la fin, bah, comme d'habitude sur certains titres, bah, du coup, vous avez un petit extrait d'histoire, on va dire, supplémentaire dans l'univers, du coup, extrait comment on appelle ça? Du light novel de Kumo Kagyo. Kagyo, pardon. Voilà, donc c'est plutôt sympa d'avoir un petit bonus à chaque fois à la fin comme ça. Franchement, une bonne pioche.
Moi, j'ai beaucoup aimé Moscou 2160. Et j'ai très très hâte de voir la suite. Du coup, ça peut aller. Parce que ça reste un univers qui est vraiment chouette. Et qui a l'air d'être plutôt sombre à souhait. Donc, hâte de voir jusqu'où ça peut aller dans les tréfonds de Moscou en 2160. Donc voilà pour ce titre. Est-ce que vous t'en avez entendu parler, toi, Doc? Après, je pense pas que ça soit... Enfin, je sais pas si c'était un cam ou pas. Mais ouais, j'ai pu lire ça récemment. Enfin, récemment, je m'entends, là, c'était il y a un mois. Mais en vrai, les souvenirs étaient plutôt bien marqués. Donc, chouette. Chouette, chouette, chouette. Et qu'est-ce que je vais dire? Pas du tout en parler, je découvre ce soir. Ok, parce que je trouvais que Kurokawa avait plutôt communiqué dessus. Donc, agréablement surpris que tu n'aies pas entendu parler pour une fois. Pas entendu parler pour une fois, je n'arrive plus à parler, ça commence. Et sinon, après, bah, j'ai lu 2 autres titres. Et on va en parler vite fait. Enfin, j'ai commencé à réattaquer 2 autres titres. Parce que... 2 autres titres. Alors, il y en a un que j'ai continué, mais je vais pas m'attarder plus que ça, parce que j'ai continué à lire Hellsing. Voilà, de Kota Hirano, l'édition Le Beau Bébé de chez Delcourt. Et en vrai, bah, c'est ce que j'attendais d'Hellsing, c'est... Voilà, c'est chouette. Je connaissais pas... Moi, je découvre Hellsing. C'est une vieille licence, hein, mais... je découvre vraiment Hellsing, et je comprends pourquoi ça marchait à l'époque. Après, et tu sens que c'est dans son temps, quoi. Tu sens que c'est vraiment dans son temps et qu'il y a une raison, quoi. Un peu forcer l'accent allemand d'un des personnages. Ouais, ouais, un peu trop même. Ça, par contre, ça, c'est relou. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé à la trad, mais ouais, il y a un personnage qui est très, très, très allemand. Et genre, la traduction, mais ok, je comprends l'idée où ils ont voulu forcer l'accent allemand du mec. Mais peut-être là, c'était un peu trop. Genre, attends, faut que j'essaie de trouver des moments où, genre, c'est... Moi, je rigolais en lisant, en fait. Pour moi, en fait, il a perdu toute crédibilité à ce moment-là. Le personnage a vraiment perdu énormément de crédibilité quand j'ai commencé à lire ses phrases. Ah punaise. J'ai pas envie de spoil. Voilà. Qu'en pensez-vous, Herr Docteur? Pensez-vous, pardon. Qu'en pensez-vous, Herr Docteur? Surtout que c'est le seul personnage allemand qui parle comme ça. Mais oui, parce que c'est le... Pourtant, il y a plusieurs personnes qui sont allemandes, d'origine allemande dans le manga. Et genre, c'est le seul mec qui parle avec un accent allemand. Mais qui a été traduit comme un accent allemand. Alors j'ai compris que c'était une grosse référence au Führer, hein, ça y a pas de problème. Mais mince. Attends. Je trouvais un moment où le gars, il parle. Mais genre, je trouve que c'est insupportable. Parce que du coup, tu comprends R à ce qu'il dit. T'es en permanence en train d'essayer de comprendre ce qu'il raconte. Voilà. Ok, bah là, ça peut être pas mal en vrai. Attends. Je sais pas, par contre, il est un peu relou à prendre en main. Genre là, est-ce que ces vieillards pourraient nous arrêter? Eh bien qu'ils le soient. Genre vraiment, c'est avec les cris d'agonie que c'est bon, il y a... Enfin, vraiment, moi, je veux bien dans l'idée, mais ça casse un peu le rythme de lecture, quoi. Ça m'a un petit peu... ouais. Ouais, voilà, ça rend la lecture moins fluide. Mais ça m'a cassé mon rythme de lecture. Autant tu laisses les ya en fin de phrase, je comprends, tu vois. Ou tu laisses certains mots, genre là, il dit je parle à la Fraulein, pas à toi. Ça, je comprends, tu vois. Et tu mets une petite trad pour dire Fraulein, ce que ça veut dire. Parce que d'ailleurs, ça n'a pas été écrit ce que ça veut dire Fraulein. Donc les gens qui connaissent pas un peu d'allemand, ils sont en mode bon, bah Fraulein. On suppose c'est demoiselle. Je crois que c'est demoiselle de mémoire. Mais du coup, genre, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à une femme, alors ne t'avise plus, nous interrompre, compris, Mind Boy. Là, et encore ça va, je trouve. Mais je sais pas, autant tu laisses les ya, Mind Boy et tout ça, je comprends, tu vois l'idée. Je trouve ça vraiment chouette. Mais tu mets pas toutes les lettres avec des Z et des F par pitié, quoi. T'as l'impression que c'est juste un mec qui a un cheveu sur la langue.
J'ai rigolé parce que pour moi, c'était un mec qui avait un cheveu sur la langue. C'est pas l'accent allemand. C'est l'accent allemand cliché d'ailleurs, hein. Tu parles à un allemand, il peut avoir un anglais impeccable, il est pas obligé d'avoir cet accent-là, quoi. Peut-être que c'était comme ça, hein, dès le début, hein, mais bon, je sais pas. Je ne sais pas. Bref. Ça, c'est un truc qui m'a un peu saoulé, mais je sais pas comment c'était dans l'édition originale, je sais pas si c'était retraduit, je sais pas. En tout cas, pour moi, ils ont un petit peu pété un plomb sur la trame. Mais, voilà. L'idée est là, why not? Ils se tapent un délire, bah pourquoi pas. L'accent allemand vu par un français. Mais oui, mais qui, en plus, enfin, l'accent allemand cliché vu par un français, c'est important. Parce que tu vas parler à un allemand, il va avoir un accent un peu prononcé, mais c'est comme si tu allais voir un alsacien, tu vois, c'est pareil pour moi. Genre, tu vas voir un alsacien et tout le monde va être en mode ya, Kartoffelsalat, non, peut-être pas, mais genre flamme cucheux, tu vois, enfin. C'est comme si tu mettais un manga qui se passait dans le sud et que tous les mecs ils commençaient à balancer des peu chers dans tous les sens, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu ridicule, mais c'est que mon point de vue, voilà, je trouve ça. Why not? Why not? Yo, du Koftef to me. Non mais l'enfer! Non mais l'enfer du truc, enfin voilà, c'est juste. C'est histoire de un peu pinailler, mais en même temps ça casse l'immersion. Ça te met de l'immersion, mais ça la casse en même temps. Je sais pas, il y a un équilibre qui est pas bon. Voilà. De mon point de vue, il y a un équilibre qui est pas bon. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Les F et les Z, c'est trop. Après, si c'est dans l'œuvre de base, je sais pas comment ils auraient pu retranscrire ça dans l'œuvre de base, et que c'était comme ça, parce que le personnage, parce que l'auteur Kota Hirano, il avait cette volonté, ok, on respecte la volonté de l'auteur. Mais par contre, l'auteur, je suis désolé, au bout d'un moment, enfin, c'est pas parce que ton personnage il est allemand que tu commences à faire des accents dans tous les sens. C'est comme si il y avait un Américain, en permanence, le mec il est en train de tirer des flingues en l'air, des balles en l'air, pardon, et avec son revolver, 6 coups, on précise quand même, et qu'il est en train de balancer des hell yeah à tout va, tu vois, ça n'a aucun sens. Enfin, et America, et t'entends des cris d'aigle, quoi, enfin, je sais pas, j'ai du mal, j'ai du mal, je t'avouerai. Mais pourquoi pas? Allez, on va dire ça comme ça. Bref, on souffle aussi avec ses demandes d'assistants en note de bas de page. Oui, aussi. Après, Kota Hirano, faut pas oublier que de base, quand il avait créé le titre, si je dis pas de bêtises, Hellsing de base, c'est un dojinshi qui tire vers le hentai. Non, c'est un hentai, pardon. Et ensuite, il a repris les personnages du hentai pour faire Hellsing. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est un truc du genre. Je sais qu'il y a du hentai dans l'histoire, parce que Kota Hirano faisait beaucoup de dojinshi et de hentai. Ou dojinshi hentai en soi, hein, voilà. Mais il faisait beaucoup de genre de choses. Et Hellsing est parti de là. Voilà, c'est ce que le personnage de Dracula, c'est un personnage de hentai initialement. Donc à partir de là, bon, on se doute qu'à l'époque, il avait pas forcément les moyens comment je pourrais dire, hein. Il avait pas forcément les moyens d'avoir un assistant, tu vois. Oui, c'est ça. Il a fait d'abord du assistant mangaka, puis hentai. Et du coup, il a fait Drifters aussi, hein. Il a fait Drifters, qui d'ailleurs, techniquement, a repris. Ça, c'est une grosse attente pour ma part, hein. Moi, j'ai découvert le travail de Kota Hirano avec Drifters, initialement. Mais genre, il y a un moment, hein. Grosse attente sur ce titre, hein. Mais ouais, vivement la suite, hein. C'est incroyable, Drifters, hein. Mais oui, ça a repris, mais on sait pas quand, par contre. On sait pas quand ça va sortir. Il y avait eu une annonce de la part de Delcourt, mais c'était il y a plusieurs mois déjà, si je dis pas de bêtises, et qui avait dit que Drifters avait repris. J'ai un doute si j'ai vu Drifter ou Hellsing en animé en premier. Moi, je dirais aucun des deux, du coup. Bah, Hellsing est plus vieux, beaucoup plus vieux, hein. Ce Drifter, c'est 2009, hein. En termes de manga.
Donc, pour moi, t'as eu plus de chances de voir Hellsing en premier. Ça date... L'adaptation, c'est 2016 pour Drifters, hein. Donc, je vois pas pour comment, dans quel monde t'aurais vu d'abord Drifters avant Hellsing. Mais Drifters, incroyable. Drifters, incroyable, et j'ai vraiment de grosses attentes sur Drifters, hein. Ça fait une partie des séries, pareil, elle est en... Je regarde de temps en temps sur Vinted s'il y a des Drifters qui sont dans des prix acceptables, on va dire ça comme ça. Parce que bah, la série, elle a trouvé neuve, il y a plein de libraires qui veulent pas la voir forcément, il y a des trous dans la commande en général, parce que c'est un peu compliqué. Parce que ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu le dernier tome, c'est-à-dire 2019. Donc ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu le tome de Drifters. Donc forcément, on n'a pas envie de s'embêter à voir cette série-là dans les rayons. Et bah là, j'essaie de la choper en occasion, mais il y en a plein dans des séries, dans des éditeurs étrangers, mais en France, les gens ne s'en séparent pas, hein, du coup. J'ai beaucoup les tomes 1 et 2, mais pas les tomes jusqu'au 6 en général. Ou alors à des prix complètement aberrants. Voilà. Bref. Tout ça pour dire, vivement que Drifters reprenne. Parce que ça, c'est... Ça, c'est de la hype. Mais comme le tome 7, il est sorti au Japon. Mais genre, en 2023, je comprends pas pourquoi on l'a pas eu. Enfin, ça a pas de sens. Mais en tout cas, ça a repris. Voilà. On sait pas comment, mais ça a repris. Bref. Il n'est peut-être pas clôturé le tome 7 au Japon, par contre. On sait pas. Et je voulais te parler d'un dernier titre, du coup, qui a rien à voir, mais que je suis en train de les lire en ce moment même. J'ai repris. C'est une relecture, mais qui va me permettre d'aller plus loin parce que j'avais pas tous les tomes à l'époque. Tac. C'est une relecture, j'avais lu que les 3 premiers tomes à l'époque. Les 2 premiers tomes, pardon. Non, ou 3, je sais plus. Bref. Non, 3. C'est chez Soleil et c'est dans le sens du vent de Aki Hirie. Fait partie de ces titres où faut pas se presser pour les lire de toute manière, vous n'aurez qu'un tome par an. Ne vous pressez pas, ok? Ne vous pressez pas. J'avais pas tout... Non, j'avais pas tout lu dans le sens du vent. J'avais pas tout lu. J'avais eu accès qu'aux 3 premiers tomes à l'époque. Quand j'avais lu la série. Mais oui, c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai, faut pas se presser sur cette série. Surtout que là, en plus, elle a changé de magazine il y a pas longtemps. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Il me semble que c'est cette série-là qui avait été dans le même magazine que Bright Stories et les deux ont bougé, là. Je crois que c'est ça, hein. Donc tout ça pour dire, voilà, c'était un peu compliqué. Et non, j'avais pas tout lu dans le sens du vent. Pas du tout, même. Je m'étais arrêté au tome 3 parce que j'avais pas pu lire la suite et ma pote qui me les prêtait n'avait pas la série. J'ai remédié à ce problème, j'ai acheté les tomes. Et que la série a gagné des prix. Ah mais j'en doute pas, hein, la série est incroyable. Ceux qui ne connaissent pas Dans le sens du vent, ça parle de quoi, concrètement? On va suivre un ado, voilà, qui s'appelle Kei, qui a 17 ans, et qui est japonais, et qui a rejoint son grand-père, qui habite en Islande. Voilà, donc en Islande, si tu n'es pas le pays, trouvez une carte, hein, et situer le pays, mais concrètement, c'est une île, c'est dans l'Europe, mais qui est un pays bien à part, voilà, c'est un pays bien à part, l'Islande. Et il va rejoindre, alors comment il s'appelle, c'est Jacques, son grand-père, parce que son grand-père est d'origine française. Et il va rejoindre son grand-père qui habite là-bas, voilà. Kay, c'est un jeune garçon qui est plutôt taciturne, hein, vraiment, qui a rejoint son grand-père un peu par la force des choses, qu'il avait un sentiment de ras-le-bol, et on lui a dit tu rejoins ton grand-père parce que leurs parents ne sont plus là. Et dans la famille, chaque homme de la famille a un pouvoir assez particulier. Typiquement, Jacques, il peut communiquer avec les oiseaux. Voilà. Et Kay, lui, peut communiquer avec les appareils électroniques. Donc, comme il est un petit peu devenu un détective depuis qu'il est arrivé sur l'île, ça va quand même vachement l'aider dans son quotidien. Mais là, je vous ai dit détective. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est un manga d'enquête.
Non, c'est un melting pot. Ça va parler des petites enquêtes qu'il va faire, de la découverte de l'Irlande. Il y a son pote qui va venir du Japon qui va passer sa meilleure semaine avec lui. Il y a de la romance, il y a un petit peu de musique, il y a des impacts psychologiques, il y a du fantastique, mais c'est surtout du contemplatif. Voilà. Salut Drux! Beaucoup de moutons en Islande. Ouais, il y a pas mal de moutons aussi en Islande. Il y a plus de moutons que d'habitants en Islande, c'est vrai. Et il y a leur fameuse spécialité, ils disaient que c'était le mouton, du coup, qui était la viande en Islande est absolument incroyable, parce que dans le manga, c'est ce qu'ils disent. Et bah, du coup, dans l'ensemble, là, ils en parlent, etc. Ils disent que le mouton est incroyable là-bas, quoi. Ça va et toi, Drux? Fait plaisir de te voir. Enfin, bye. Moi, je stream plus beaucoup, donc c'est pour ça que tu me vois quasiment plus. Euh, Bref, et qu'est-ce que je veux dire? Mais ouais, vous avez su ce jeune Kay, quoi, qui va essayer qui va essayer tout simplement de vivre sa meilleure vie avec son grand-père, un petit peu en colocation forcée, et qui en même temps va enquêter parce qu'il y a son jeune frère qui lui est resté au Japon, et bah il est en mode, il est en mode, comment on appelle ça? Bah, il prend de ses nouvelles, mais son jeune frère, il a plus de nouvelles depuis un moment, donc il va essayer d'enquêter pour où est passé son jeune frère, qu'il va le retrouver relativement rapidement, mais son jeune frère, il a une espèce d'aura autour de lui, j'en parle pas plus, parce que ça fait partie un petit peu des tensions qu'il y a dans le titre en même temps. Donc il y a un mélange de beaucoup de choses dans le sens du vent. Graphiquement, c'est magnifique. C'est sublime. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Voilà, ça a été un petit blabla manga du plaisir. On reviendra avec d'autres blabla manga. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, la section commentaires si vous voulez discuter un petit peu des titres que vous avez lus récemment ou si vous voulez interagir avec les titres que moi je vous ai présentés. Merci à vous, et puis bonne journée. Bisous YouTube!